Comme vous le savez, pour valider les hypothèses du chercheur, il existe deux techniques. Soit on passe par le menu spécialement prévu pour l'ANOVA, l'approche classique que j'ai d'ailleurs un petit peu développée dans la vidéo précédente, soit via le calcul des scores W et des scores C, comme j'y reviendrai dans la vidéo suivante. Dans la mesure où on vient il y a quelques instants de voir comment passer par ce menu GLM Repeated Measures, je vais assez rapidement reproduire l'analyse. Je recrée le facteur médication qui est le facteur intra de mon analyse contenant 3 modalités. Je clique sur Define. Je fais passer les 3 variables qui contiennent l'information qui se rapporte à chaque modalité de ce facteur intra et je passe le facteur hyperactivité dans la zone Between Subject Factors. Dans le menu Options, vous savez que vous êtes censé cocher le test d'homogénéité des variances. Personnellement, je ne vais pas le cocher puisque ça ferait planter mon logiciel. Ce n'est pas le cas à la salle informatique ni chez vous si vous avez été installé ce patch. Vous savez qu'il est aussi possible, toujours, et conseillé d'ailleurs, de cocher les descriptives puisqu'elles fourniront moyenne et écart type de chacune des conditions étudiées dans le design. Je clique sur Continue. Les moyennes, puisqu'on en parle, il y a aussi moyen de les obtenir par le menu AM-Means. Et ce menu est un petit peu plus sophistiqué, puisqu'il permet de calculer non seulement les moyennes marginales lorsqu'on s'intéresse aux effets principaux, mais aussi les moyennes de chacune des conditions lorsqu'on fait passer hyperactivité fois medication. Il est également possible de demander des graphiques, c'est toujours très pratique pour pouvoir valider plus facilement nos hypothèses. Un petit appui visuel est toujours très utile, entre autres pour vérifier si les résultats vont bien dans le bon sens lorsqu'on a des hypothèses unilatérales. Je vais faire le graphique dans les deux sens, comme ça je pourrais vous montrer les résultats dans les deux sens, c'est-à-dire qu'une fois je place le facteur médication sur l'axe des X et je m'arrange pour avoir une couleur distincte par modalité du facteur hyperactivité, et dans le deuxième graphique je fais l'inverse, c'est-à-dire que je place l'hyperactivité sur l'axe des X et que je m'arrange pour avoir une couleur sur mon graphique différente par modalité du facteur médication. Ce qui est indispensable à bien aller vérifier, ce sont les contrastes. On est dans une logique a priori, ce qui va donc m'intéresser dans les outputs, ce seront les résultats de chacun des contrastes, pour que SPSS réalise bien les contrastes que j'ai envie qu'il réalise. Je me rends donc dans le menu contraste. Pour le facteur hyperactivité, dans la mesure où ce facteur ne contient que 2 modalités, techniquement parlant, choisir des contrastes d'Elmert ou polynomiaux ne change rien. Mais à cause de la manière dont SPSS conçoit la création des contrastes, il est conseillé de systématiquement sélectionner le contraste de type polynomial. Pour le facteur médication qui contient 3 modalités, l'hypothèse du chercheur est que l'on oppose le groupe placebo aux 2 groupes médicament 1 et médicament 2. Systématiquement, lorsqu'on a des contrastes qui consistent à opposer un groupe à tous les autres, eh bien, on travaille avec des contrastes de type Elmert. Vous devez donc vous rendre dans le menu déroulant, sélectionner le type Elmert, cliquer sur Change pour que le changement soit validé par le programme et ensuite cliquer sur Continue. Vous avez à présent tout ce qui est nécessaire d'avoir pour pouvoir valider les hypothèses du chercheur. En faisant défiler l'output, je trouve d'abord une sortie de statistiques descriptives contenant les moyennes et écarts types de chacun des groupes. En descendant encore, je vois le test de Moseley, ça c'est le test qui sert à valider l'hypothèse de sphéricité, mais comme on l'a vu, on n'en a pas besoin dans le cas présent puisqu'on a des hypothèses a priori. En dessous se trouve la sortie Test of Within Subject Effects. Nous n'avons pas besoin de cette sortie dans la mesure où nous avons décomposé les différents effets en contraste. Je vais donc directement me rendre dans la sortie suivante, Test of Within Subject Contrasts. Comme son nom l'indique, ici nous n'avons que les informations qui se rapportent au contraste de type intra. Qu'est-ce qui sera étudié au niveau du Within Subjects ? Eh bien, ce sera tout ce qui relève de l'effet du facteur intra, c'est-à-dire de l'effet de la médication, à savoir les contrastes C2 et C3 qui se rapportaient à l'effet principal de la médication, mais aussi tout ce qui relève de l'interaction entre les deux facteurs, l'interaction entre la médication et l'hyperactivité, à savoir les contrastes C4 et C5. Regardons d'abord la zone qui se rapporte à l'effet principal du facteur médication.
Nous avons deux lignes puisque deux contrastes. Level 1 vs letter veut dire que le programme a opposé ce qui était codé 1 dans la base de données à tout le reste. Si vous retournez dans GLM Repeated Measures, vous verrez que la modalité 1, c'était le groupe placebo. Les modalités 2 et 3, c'était nos deux médicaments. Autrement dit, cette première ligne fait bien contraster le placebo d'une part avec les deux médicaments d'autre part. N'oubliez pas, C2 a été défini en unilatéral. Nous avons des attentes très précises quant au sens. Et on peut facilement vérifier que les résultats vont bien dans le sens de l'hypothèse. Ce que je vais faire en regardant le plot, puisque ça me semble être le moyen le plus facile de le vérifier. Sur celui-ci, par exemple, je constate que si je fais la moyenne marginale des deux points qui correspondent au groupe placebo, je vais me trouver à peu près ici, ce qui est bien plus haut que la moyenne marginale des groupes qui correspondent aux médicaments, qui se trouverait à peu près ici. Je vois bien que j'ai bien un temps de réaction bien plus élevé dans les groupes placebo que dans les groupes médicaments. Les résultats sont bien conformes aux attentes du chercheur, ce qui veut dire que je dois diviser par 2 la p-valeur qui se rapporte à ce contraste, à savoir C2. La ligne suivante consiste à faire contraster le groupe 2 avec le groupe 3, c'est-à-dire le médicament 1 avec le médicament 2. Pour ces 3, nous n'avions pas d'attente spécifique en termes de latéralité. On s'attendait à ne pas rejeter l'hypothèse nulle et on avait défini des hypothèses de type bilatéral. Il ne faut donc surtout pas diviser la p-valeur par 2. On se retrouve avec une p-valeur qui est largement supérieure au risque alpha et nous amène donc à ne pas rejeter l'hypothèse nulle conformément à ce qu'on espérait. La zone médication fois hyperactivité est celle qui se rapporte à l'effet d'interaction entre la médication et l'hyperactivité. La première ligne correspond au contraste qui oppose d'une part le placebo aux deux médicaments, et puisqu'on est en train d'étudier l'interaction, cette ligne, ce contraste, traduit l'idée que la différence entre le placebo d'une part et les deux médicaments d'autre part ne sera pas de même amplitude suivant que les sujets soient hyperactifs ou pas. Nous avions vu lorsqu'on a décortiqué les hypothèses que cela correspondait bien à une attente du chercheur. Non seulement on s'attendait effectivement à ce que la différence entre le placebo et les deux médicaments ne soit pas de même amplitude suivant qu'on soit hyperactif ou non, mais en plus, comme on savait que c'était dans le groupe des hyperactifs que cette différence serait marquée, on a défini une hypothèse de type unilatéral. Nous devons donc d'abord regarder si les résultats vont dans le bon sens, et si c'est bien le cas, nous diviserons par 2 la p-valeur qui est associée au contraste C4. Comme précédemment, je vais retourner regarder mes graphiques pour vérifier que c'est bien le cas. 1 sur l'axe des X correspond au groupe placebo. 2 et 3 correspondent à chacun de mes deux médicaments. La ligne bleue correspond au sujet hyperactif et je constate que pour ces sujets, il y a une différence très marquée entre le placebo d'une part et les médicaments d'autre part, et que cette différence va bien dans le sens que le temps de réaction est bien plus élevé dans le groupe placebo que dans les groupes qui correspondent aux médicaments. La ligne rouge, quant à elle, correspond aux sujets qui ne sont pas hyperactifs, et je constate que pour ces sujets-là, il n'y a pas spécialement de différence entre le placebo d'une part et les médicaments d'autre part. La différence est donc clairement marquée uniquement pour les sujets hyperactifs, ce qui est conforme aux attentes du chercheur. Pour cette raison, je vais retourner dans mon tableau des contrastes et diviser par 2 la p-valeur qui est associée à C4. Je me retrouve avec une p-valeur de 0.011, ce qui est clairement en dessous du risque alpha et m'amène donc à rejeter l'hypothèse nulle. Pour finir, C5 consistait à étudier la différence entre les deux médicaments et à préciser, puisqu'on s'intéresse à l'interaction, que la différence entre les deux médicaments devrait ne pas être de même amplitude pour les sujets hyperactifs d'une part, pour les sujets non hyperactifs d'autre part. Comme on avait vu que cela ne correspondait absolument pas à une hypothèse du chercheur, eh bien, on s'attendait à ne pas rejeter l'hypothèse nulle pour ce contraste. Par ailleurs, on avait défini des hypothèses de type bilatéral, ce qui m'amène à comprendre que je ne dois pas toucher à la p-valeur fournie par le programme. Cette p-valeur est très proche de 1. Alors, petite parenthèse, je vous rappelle qu'on ne peut jamais écrire p égale 1 au niveau des normes épiées. Vous écrirez que la p-valeur est supérieure à 0.999
Et du coup, lorsqu'on arrondit à 3 décimales, on a l'impression qu'elle vaut 1. Mais une p-valeur de 1, ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, la p-valeur est largement supérieure au risque alpha et je ne rejette donc pas l'hypothèse nulle qui se rapporte à ces 5. Je viens de valider toutes les hypothèses du chercheur qui se rapportent soit à l'effet principal du facteur intra, soit à l'interaction. Pour ces deux, là où on étudiait au niveau de l'effet principal la différence entre le placebo d'une part et les médicaments d'autre part, on constatait que le temps de réaction était plus élevé dans le groupe placebo que dans les groupes médicaments. Ces trois me permettaient d'affirmer qu'il n'y avait pas de différence observée entre le temps de réaction dans les groupes médicament 1 et médicament 2. Ces quatre étudiaient la différence entre le placebo et les deux médicaments, distinctement pour les sujets hyperactifs et les non hyperactifs, et consistaient à affirmer que la différence entre le placebo et les deux médicaments ne serait pas de même amplitude pour les sujets hyperactifs et pour les non hyperactifs. Cela a été également confirmé par l'analyse des outputs. Et enfin, puisqu'on ne rejetait pas l'hypothèse nulle pour ces 5, on pouvait affirmer que la différence entre le médicament 1 et le médicament 2 n'est pas plus marquée pour le groupe hyperactif que pour le groupe non hyperactif. Le seul effet pour lequel on n'a pas encore validé l'hypothèse du chercheur, c'est pour C1, soit l'effet principal du facteur hyperactivité. Pour pouvoir le faire, je me rends dans la zone Test of Between Subject Effects. Ici, je constate que pour le facteur hyperactivité, j'ai une p-valeur qui est bien supérieure au risque alpha. Pour rappel, dans la mesure où on n'avait pas d'attente spécifique par rapport à ce facteur, on ne s'attendait pas spécialement ni à rejeter ni à ne pas rejeter l'hypothèse nulle, on avait défini des hypothèses de type bilatéral et donc je ne dois surtout pas toucher à la p-valeur fournie par le programme. J'en déduis donc que je ne rejette pas l'hypothèse nulle et donc il n'y a pas d'effet principal de l'hyperactivité mis en évidence à travers nos outputs.